Il y a ça aussi qui m'a fait pas mal évoluer ta formation, c'est tout ce qui va être l'aspect en amont de positionnement. Parce qu'ayant travaillé aussi beaucoup avant en agence avec des grands comptes, ces gens-là, ils ont déjà leur positionnement qui est fait et on n'a qu'à rentrer dans le moule. Même sans aller très loin dans la réflexion marketing, tous les petits trucs et astuces que tu donnes, toutes tes planches pour aider sur le positionnement par rapport à la concurrence, les choix des mots-clés, tout ce genre de choses-là, c'est top. Ouais, c'est top. Ça permet de Ça cadrer. permet vraiment de partir dès le début dans une bonne direction, quoi. Ouais, Et puis totalement. de venir avec, je suis pas juste la personne qui dessine et qui réalise, je suis le concepteur et je vous conseille. Hello, chers designers, bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Je suis avec Lucie, qui est élève dans la formation Logo Maker Skills. Elle va nous parler de son parcours. Elle va nous parler des différents éléments qui lui ont permis justement d'avoir un nouveau design de logotype, d'avoir plus confiance en son logotype, en son approche du design de logotype. Elle va parler de ce qu'elle a vécu dans la formation. Elle va nous expliquer où est-ce qu'elle en était avant la formation, où est-ce qu'elle en est maintenant. Je vous laisse visionner cette étude de cas qui se dit... en tout cas, ça va être plutôt intéressant parce qu'on va parler d'éléments très spécifiques. Hello Lucie, on va commencer par déjà peut-être te présenter dans une petite seconde. Juste petit recadrage de base. Lucie est une élève qui n'est pas débutante, ok? Et elle a, je crois, plus de 15 années d'expérience. Elle va nous en parler dans une petite seconde. Donc ça permet de poser le cadre pour ceux qui regardent cette étude de cas et qui disent, moi, j'ai peut-être maintenant plus besoin de ça, ok? Elle a été d'une bonne intention de se dire qu'aujourd'hui, son design, il fallait qu'elle le retravaille, même après de plus de 15 années d'expérience. Donc c'est juste bravo à elle. Je te laisse te présenter, Lucie, pour en savoir un petit peu plus sur toi, pour ceux qui te découvrent. Bonjour à tous. Comme Laurent vient de le dire, moi j'ai plus de 15 ans d'expérience. Pour être précis, j'ai été diplômée en 2005 de l'école Olivier de Serres de Paris. Donc après une mise à niveau, un BTS com visuel et un diplôme supérieur de communication visuelle. Donc 5 ans d'études à Olivier de Serres. Et puis j'ai ensuite travaillé dans différentes agences parisiennes. Pas des grosses agences, mais des agences avec des grands comptes. Donc j'ai travaillé évidemment du logo, mais aussi beaucoup d'éditions, beaucoup de supports de communication B2B. Et j'ai monté ma petite agence après avoir quitté Paris. Donc je suis près de Perpignan. Depuis, l'agence a été montée en 2015. Voilà. Donc, une bonne expérience derrière. Et puis, pour aller dans le sens de Laurent, effectivement, j'avais l'envie de découvrir une autre manière de créer les logos, quelque chose de plus structuré que ce que j'avais pu apprendre et à l'école et dans mon parcours pour m'ouvrir en fait de nouvelles perspectives, apporter un nouveau souffle dans ma création. C'était quoi qui te bloquait en fait? C'était quoi l'élément Qu'est-ce qui a été le moment où tu t'es dit, putain là, faut vraiment que je fasse quelque chose sur mon design? Quel a été l'élément déclencheur s'il y en a un? Il y a eu plusieurs éléments qui se sont accumulés au fil du temps, mais le principal que je pourrais évoquer là, c'est le fait quand vous travaillez tout seul, parce que quand on est à son compte, c'est ce qui arrive, même si on a des collaborations avec d'autres et puis qu'on a des interactions quand même avec les clients, mais on reste toujours dans sa façon de faire, et même si on y ajoute quelques petits trucs par-ci par-là, parce que forcément on s'auto-forme en permanence et on glane des infos, mais on a quand même toujours sa façon de faire, et on finit par s'enkyloser un peu en termes de création, parce que les process sont toujours les mêmes, quoi. Voilà. Ok. Et ça, aujourd'hui, on parlait juste avant de confiance en son design. Et je crois que c'est aussi un petit peu la clé dans notre capacité à pouvoir rayonner et donner envie à nos clients de travailler avec nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi, sur cette notion de confiance dans ton design? Oui, on a eu une petite conversation avant parce qu'on a parlé d'autres projets. Et alors, je vais essayer de recadrer ça pour ressortir ce que nous nous sommes dit. Étant aussi d'une école un peu artistique, inculquer cette idée de force de proposition, il faut sortir plein de choses, il faut montrer la profusion d'idées. Il y a cette pression-là toujours de sortir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et parfois, on arrive devant le client avec... moi, ça m'est arrivé de proposer 6, 7, 8 versions pour une affiche ou pour une couve.
pas forcément super abouties. Et puis, j'étais pas sûre de moi et des choses qui me plaisaient, d'autres moins. Et puis, finalement, je laissais le client aller vers ce qui lui plaisait le plus. Et je le laissais finalement prendre le dessus sur mes compétences, quoi, sur mon métier. C'est finalement quelque chose d'assez mauvais. Et quand on reprend confiance dans sa création, parce qu'on intègre une méthode comme celle que tu viens de m'apprendre avec cette formation, on est soi-même capable de faire le tri dans toutes ces propositions créatives, de les aboutir au maximum et de finalement n'en présenter que 2 ou 3, mais qui vont être suffisamment travaillés, suffisamment aboutis et puis nous-mêmes suffisamment sûrs de ces choix pour les présenter, les défendre au mieux par rapport à son client. Ouais, génial. Écoute, c'est exactement ce qu'on se disait avant. Et pour rebondir là-dessus, ça renvoie sur le fait de savoir se raconter la bonne histoire pour croire suffisamment dans ses créations. Bien évidemment, quand on a pris la confiance en son design et quand on a compris les éléments pragmatiques qui font qu'un logotype fonctionne, on sait du coup pourquoi et comment on a fait les choses et pourquoi ça marche. Et on n'est plus dans le j'aime pas, peut-être que vous allez un peu aimer celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Et comme tu le dis, on peut se retrouver avec un client qui finalement se retrouve à faire le job de la direction artistique. Or, quand on est directeur artistique, quand on est freelance, on doit être directeur artistique. Cette casquette, elle doit être obligatoirement là. Parce que vous n'êtes pas en agence avec quelqu'un au-dessus de vous qui va faire le choix sur vos créations et qui va bien présenter le truc. Okay, et je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui jusque-là vous ont formé pour être des bons salariés. Okay. Au passage, elles ont fait de leur mieux ces écoles parce que c'était l'objectif, mais elles ont oublié que le marché aujourd'hui, c'est plus de 60 à 80% de freelance et le problème, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour aller au-delà de cette partie créative et ils peuvent bloquer. Et donc, c'est très bien que tu me dises ça parce que c'est le point de transition, finalement, c'est la passerelle qui vous manque très souvent pour avoir confiance et puis rayonner dans ce que vous proposez. Parce que avec la passion que vous avez derrière, forcément, le client se dit que vous êtes des passionnés. Il a du mal à remettre en question votre design après. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant? Ou quelles sont les choses qui ont changé dans ton approche créative spécifiquement? Spécifiquement par rapport au logo? Ouais, par rapport au logo. Par rapport au logo. Comme on avait évoqué ça aussi dans plusieurs coachings, dans ma formation, on est très basé sur la sémantique avant tout. Mon cursus scolaire, c'est vrai qu'on se retrouve après avec un signe graphique dont on ne sait pas toujours quoi faire et comment le faire évoluer. Et là, si tu veux, j'ai complètement changé de façon de faire. Je cherche d'abord à créer quelque chose qui a de l'harmonie et la sémantique vient en second plan. Elle n'est pas effacée. Il faut quand même que le logo veuille dire quelque chose. Quand il y a un signe graphique, il faut qu'il veuille dire quelque chose, mais c'est pas ce qui va primer. Ce qui va primer, c'est vraiment l'aspect harmonieux, la beauté, le côté waouh. On en parle souvent, l'aspect waouh, l'effet waouh. Et finalement, la sémantique, elle vient dans un second plan. Une autre façon d'envisager le logo. Et puis après, effectivement, tout ce qui va être de la structuration qui me manquait aussi dans un tas de petits détails, mais qui finalement, mis bout à bout, font l'important. Dans le choix des typos par rapport au positionnement du client et par rapport à l'élan qu'on veut donner la tonalité peut-être de marque aussi. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi qui m'a fait pas mal évoluer ta formation, c'est tout ce qui va être l'aspect en amont de positionnement. Parce qu'ayant travaillé aussi beaucoup avant en agence avec des grands comptes, ces gens-là, ils ont déjà leur positionnement qui est fait et on n'a qu'à rentrer dans le moule. Bien sûr. Et quand on est ensuite de l'autre côté à son propre compte, comme tu le disais, freelance et plus salarié, même si on est salarié de sa boîte, peu importe, on doit amener cette expertise un peu marketing, un peu commerciale qu'on n'a pas forcément en apprentissage dans une école d'art ou d'art appliqué. Bien sûr. Voilà. Et donc, même sans aller très loin dans la réflexion marketing, tous les petits trucs et astuces que tu donnes, toutes tes planches pour aider sur le positionnement par rapport à la concurrence, les choix des mots-clés, tout ce genre de choses-là, c'est top. Ouais, c'est top. Ça permet de cadrer. Ça permet vraiment de partir dès le début dans une bonne direction. Quoi. Ouais, et puis, de venir avec, je suis pas juste la personne qui dessine et qui réalise, je suis le concepteur et je vous conseille. Vous n'avez plus la même posture, ok? Vous n'êtes plus dans une posture d'exécutant, de graphiste ou d'infographiste. Hein. Ne vous nommez jamais comme ça, ok? Vous n'êtes pas infographiste. Infographiste, ça veut dire quelqu'un qui fait du graphisme sur ordinateur. Même si c'est ce que vous faites potentiellement,
ne vous nommez pas parce que vous êtes, ce que vous faites concrètement, mais par l'objectif. On en parlait de ça tout à l'heure. Je voudrais revenir sur ce qu'on vient d'échanger, ce que tu viens de dire, et c'est très intéressant, sur la notion sur ton processus créatif. Maintenant, tu mets beaucoup plus l'accent sur l'harmonie visuelle, et la sémantique vient en second plan. Et vous avez vu que Lucie, juste après, a parlé du positionnement, elle a parlé de tout ça. Et l'erreur d'ailleurs que peuvent faire beaucoup de designers ou qui ont entendu ça à côté, c'est se dire, donc je mets tout sur l'aspect sémantique, le sens. Bien évidemment, dans la formation, on ne le met pas de côté, mais le sens et le bon sens du terme, quand je parle de sens, ce n'est pas que dire ce que cela représente, mais c'est quelle est la direction créative. C'est pour ça qu'on travaille en amont aussi sur le positionnement de la marque, sur les tonalités, les valeurs, etc. Et qu'est-ce que l'on doit ressentir émotionnellement quand on regarde ce logotype. Et quand on a compris ça, on a compris qu'on n'est plus en train d'essayer de représenter quelque chose qui a du sens, mais on est en train de représenter quelque chose qui a une bonne direction, une bonne tonalité et de bonnes émotions par rapport à ce que la marque veut véhiculer en fait. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un problème de compréhension, je crois, au niveau de ce qu'est vraiment le sens dans la création de logotype. Mais il ne faut pas oublier malgré tout que le premier élément qu'on demande à un logotype, et notre premier job, c'est d'être des séducteurs visuels. Vous devez séduire visuellement, plutôt que d'abord vouloir chercher à séduire intelligemment, ok ? Parce que notre problème, c'est qu'on veut tous être plus intelligents. Okay, c'est comme ça, on ne veut pas paraître con dans la société. Donc on va faire un truc très intelligent, mais on en oublie l'essence même de ce que l'on fait, qui est de traduire visuellement quelque chose d'esthétiquement séduisant, qui donne envie d'aller plus loin, de clair, d'impactant, de lisible, de mémorisable, etc. Et tout ça se relie bien évidemment sur le fond de structures et de fondations qui sont basées sur le positionnement qu'on voit en effet avec toutes les planches au départ. Génial. Et bien la sémantique, le sens ne passe pas que par ce qu'il y a dans votre signe graphique, mais ça passe par toute la façon dont le logo est composé. Exactement. Ça, c'est une grande ouverture. Courbe, une manière de travailler, on va pas rentrer dans les grands détails, mais si on doit donner quelques tips, cette notion de travailler, par exemple, si on a des pleins et des liens dans la typographie, on doit retrouver des pleins et des liens dans le symbole. Cette notion de cohésion et d'harmonie permet aussi de donner une crédibilité, et c'est ce qu'on recherche par rapport au logo, une crédibilité, une sensibilité vraiment qui permet de se dire, ok, ça c'est solide, ça c'est une entreprise qui nous donne confiance, et la confiance, c'est le truc du branding qui prend le plus le dessus. Okay, j'ai confiance en cette marque, donc je vais passer à l'action avec cette marque. Et c'est de l'ordre de l'émotionnel, ok ? C'est pour ceux qui ont regardé le webinaire, je parle à un moment donné justement d'aller toucher le cerveau limbique et pas le cerveau qui est pragmatique. C'est le cerveau limbique qui fait vendre. Ok, donc si vous avez compris ça, dans votre créativité, forcément, le logotype doit intervenir là-dedans à 200% et pas juste à 20%. Okay. Yes, merci pour cet échange. Comment est-ce que tu pourrais calibrer, on en a parlé un peu tout à l'heure, même si c'est pas évident de le calibrer, la confiance en ton design avant et après la formation. Sur une échelle de 1 à 10, j'ai eu dans le formulaire, je crois que tu m'as mis que tu arrivais à 9 sur 10 ou 8 sur 10, je me souviens plus. Au départ, comment est-ce que tu te sentais par rapport à ça, par rapport à la confiance en ton design ? Oui, ce qu'on disait, c'est que j'avais un peu du mal à dissocier la confiance de manière générale dans la vie. Comme on l'évoquait, quand on est designer, tout ce qu'on vit impacte notre travail et inversement. Quand on vit des bonnes choses dans le travail, ça va mieux aussi dans la vie d'à côté et inversement. Donc, c'est pas évident de quantifier ça, de mettre un curseur, mais de manière générale, oui, j'ai beaucoup plus confiance en ma capacité maintenant de réaliser des logos classe, beaux, équilibrés, des choses que je vais moi-même percevoir comme c'est difficile à exprimer. Comme quelque chose sur lequel tu as confiance, c'est ça ou... Oui, tout à fait. Ouais. Des choses qui vont, pas la solution unique, mais voilà, j'ai mon logo, les propositions que je vous fais, elles se tiennent toutes, et elles sont toutes bonnes. Il n'y en a pas parmi 3 propositions que je vais vous faire, une qui va être un sous-valoir par rapport aux autres. Elles sont toutes au même niveau de qualité, toutes en réponse parfaite avec la demande du client et le brief client, parce que dès le début, ça aura été bien établi. Parce que dès le début, le positionnement est acté, parce que le discours avec le client va être différent et va vraiment être un discours de conseiller, de consultant, et non plus un discours d'exécutant. Ouais, génial. C'est très important ce que tu dis là, parce que vous vous positionnez très souvent, presque en début d'échange avec le client, sur des questions comme qu'est-ce que vous aimez comme logo, et c'est intéressant de le faire, mais ça doit pas s'arrêter juste là. Le truc du genre qu'est-ce que vous voudriez, un truc plutôt comme ça, avec des typographies comme ça, du rouge, du vert, du bleu, et là vous vous rendez compte qu'en fait vous
retrouver finalement avec une posture de quelqu'un qui va exécuter ce que demande le client. Or, vous devriez plutôt le conseiller, ok? Et si vous êtes déjà tombé face à des clients qui vous disent bah, je sais pas, c'est votre job, bah c'est normal. C'est pas que c'est un mauvais client, c'est juste que vous, en effet, vous devriez avoir cette posture de conseiller. C'est ce pourquoi on travaille aussi dessus dans Logo Maker Skills. Yes. On est effectivement des couturiers sur mesure, quoi. On n'est pas dans une boutique de prêt-à-porter où on est le vendeur et on dit au client bah ouais, qu'est-ce que vous portez d'habitude, qu'est-ce que vous avez envie comme couleur cet été. Non, on est là, on le voit, on lui demande bah votre vêtement c'est pour quelle occasion, et puis en fonction de sa morphologie, en fonction de son budget, en fonction de ce qu'il veut faire passer en portant tel vêtement, on va lui faire un vêtement sur mesure. Exactement. On n'est plus là à récupérer des éléments à droite à gauche pour constituer une tenue, quoi. On est des couturiers. Ouais, j'aime bien cette métaphore. La haute couture. Ça me plaît. Ça me faisait penser en même temps, si tu veux, aux coiffeurs et aux coiffeurs visagistes. C'est ça. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller chez le coiffeur en vous disant tiens, je vais faire ça, ou alors vous regardez dans un magazine, putain, le mec là il est pas mal, tiens je veux ça. En fait vous vous rendez pas compte que cette coiffure là mais ne va pas du tout aller sur vous en fait. Parce que le mec il est beau gosse, il est bodybuildé, tout ça, et toi t'es pas pareil, t'es pas ce mec là. Donc cette coiffure là, je sais pas, qui est rasée ou qui est cheveux longs, qui est je ne sais quoi, va pas forcément marcher aussi avec la morphologie de ton visage. Notre job c'est de faire ça aussi avec nos clients, c'est de faire en sorte de leur donner finalement le logo qui est du prêt à porter, mais directement en fonction d'une projection qu'on aura pu avoir sur lui et de conseils qu'on lui aura pu lui donner, et pas de ce que lui veut avoir. Okay. C'est ça, exactement. Exactement, top, génial. Bon, très bien. Est-ce que c'était challengeant pour toi d'investir dans cette formation? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? C'était challengeant niveau timing. Ah, ok. Parce que quand tu es en activité, tous les designers connaissent ça, tu as des périodes plus ou moins denses. Et puis, tu as une période un peu creuse, tu dis, tiens, je vais en profiter pour me former. Et puis, quand tu te lances dans ta formation, c'est là que tout le travail arrive. Et j'ai il va falloir que je dégage du temps parce que j'ai vraiment envie d'avancer. Il y avait ce challenge-là à ce niveau-là. Ouais. Et puis, le challenge de se dire, je sors d'une grande école, j'ai maintenant 18 ans d'expérience, je vais réapprendre mon métier. Allez, non, tu rouvres tes œillères et au contraire, tu prends les choses qu'on te donne, même s'il y a des choses que tu connais, même s'il y a des choses qui intuitivement tu les savais, là t'as les choses qui sont posées, construites et tu les appliques et ça marche. Voilà. Donc challengeant aussi dans ce mindset, pour reprendre un de tes termes, je fais table rase et j'accepte de réapprendre. Génial, bravo à toi, parce que c'est vrai que c'est aussi ce pourquoi beaucoup de designers peut-être passent pas le cap, c'est dire finalement, est-ce que je suis vraiment prêt à réouvrir finalement toute cette coquille-là que j'ai construit et prêt à entendre des retours négatifs ou pas bons de ce que j'ai fait. Et très souvent d'ailleurs, vous en tirez beaucoup d'éléments positifs quand vous avez autour de 15-16 années d'expérience, même avant au niveau de 10 années d'expérience, parce que parfois vous complétez des choses que vous saviez déjà, que vous faisiez de manière un petit peu instinctive, mais sans vraiment avoir de méthode. Et ça ancre vraiment ce cheminement créatif-là sur, ok, du coup je m'éparpille plus sur plein de choses finalement pour revenir toujours sur les bons trucs, parce qu'au final parfois vous y arrivez, mais le problème c'est que vous n'avez pas la méthodologie et ça part un peu dans tous les sens. Top. Et le fait d'avoir cette chose qui n'est plus intuitive, puisqu'elle est posée par une méthode, ça amène la confiance et ça permet d'avoir un positionnement différent par rapport au client. Donc c'est pas la question que les designers confirmés devraient se poser, c'est pas est-ce que je suis prêt à réouvrir, c'est plutôt j'en ai besoin, quoi. Ouais. Est-ce que je suis prêt à confirmer que les éléments que je maîtrise déjà sont vraiment les bons éléments aussi? C'est ça. Parce que parfois, il y a de la certitude sur certaines choses. Ceux-là, on peut les virer. Okay, quand vous arrivez à 5-6 couleurs dans le logo, c'est un détail que je prends. Hein. Pour ceux qui font 5-6 couleurs, posez-vous des questions. Pour ceux qui ne le font pas, bien évidemment, il y a d'autres choses sur lesquelles on travaille. Mais quand il y a des choses comme ça, la notion des épaisseurs, des rapports de masse, etc., que vous ne maîtrisez pas, parfois, c'est des certitudes pour vous. Certains disent ah, mais il fallait absolument que le symbole soit... J'ai des designers qui arrivent comme ça avec ah, je pensais que le symbole, fallait qu'il soit moins puissant parce que la typographie est plus importante. Ça part d'une bonne intention, mais c'est pas la bonne intention. Ok. Et donc, il y a des choses comme ça qu'on va déconstruire et il y a des choses qu'on va confirmer, ok, sur les épaisseurs, sur ces éléments-là. Et c'est là où ça va vous donner en effet de la certitude. Top. Tu reviens sur la notion du timing et du temps, comment t'organiser à l'intérieur de la formation pour que ça puisse se faire même avec ton activité aussi dense soit-elle. Comment est-ce que tu as réussi finalement à t'organiser? Parce que du coup, tu as quand même réussi à t'organiser, à suivre la formation et à me donner des planches qui étaient bien fournies et à créer des logotypes qui sont de qualité. Je vais les passer en même temps au montage. Comment est-ce que tu as fait finalement pour arriver à t'organiser là-dessus? J'ai fait comme en période de rush, j'ai travaillé un peu en soirée.
Ouais. après dîner. Et puis en prenant parfois le week-end, le matin, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, pour regarder un peu de vidéos. Et là, je pars en vacances et je vais faire les quelques tests pour le CPF, qui n'ont rien à voir avec vraiment le contenu de la formation, mais il faut bien passer par là. Donc voilà, dégager des moments, voilà, on y arrive toujours au final. Est-ce que tu as su quantifier à peu près le nombre d'heures que tu passais sur la formation par semaine, pour ceux qui regardent un petit peu cette étude de cas, qui puissent se dire combien de temps je vais devoir allouer à la formation? Pour le coup, ça a été très variable. Ouais. Il y a des semaines où j'y ai passé peut-être 8-10 heures, et puis des semaines 1. Ouais. C'est très variable. Après, je sais que j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps sur les logos pour avoir plus de choses à expérimenter et du coup avoir des questions peut-être plus précises et plus de questions pour toi pendant les coachings. Et que le fait est que j'ai pas eu le temps que j'aurais aimé et que je suis un petit peu frustrée par rapport à ça. Mais ça, c'est pas de ton fait, hein, c'est l'activité professionnelle qui fait que quand tu es freelance, tu fais toujours d'abord passer les boulots qui remplissent le frigo d'abord, avant de penser à soi. Mais oui, on trouve toujours quand même du temps. Bien sûr. Tu parles de donc 8 heures parfois, 8-10 heures parfois, 1 heure parfois. La moyenne constatée, moi, globalement, avec les élèves, c'est à peu près 1 heure par jour, entre une demi-heure et 1 heure par jour. Okay. Ouais, au final, ça revient à peu près à ça. Ouais. 5 jours. Et au final, voilà, ça revient à peu près à ça, tu vois. Donc voilà, pour ceux qui se disent, ok, quel est l'investissement en temps, etc., c'est ça. Après, encore une fois, il y a des élèves qui vont y passer beaucoup plus de temps parce qu'ils ont plus de temps et qu'ils n'ont pas de clientèle actuellement et qu'ils ont tout le temps à allouer à la formation. Donc le niveau de profondeur que vous allez pouvoir y donner, c'est le niveau de temps que vous allez pouvoir y allouer. En dessous d'un quart d'heure par jour, je vais faire de l'anti-marketing, je vais peut-être perdre des clients, mais en dessous d'un quart d'heure par jour, si vous n'arrivez pas à trouver un quart d'heure par jour, ne le faites pas. En tout cas, ça va pas avoir de sens. Prenez le temps d'arriver à ce moment-là où vous pouvez avoir au moins une demi-heure par jour. Et là, c'est ok pour vous. Une demi-heure par jour, je parle hors week-end. Hein. Je parle sur 5 jours de la semaine. D'accord ? C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Ça dépend peut-être aussi de ton niveau de départ, parce que effectivement, si tu viens et que tu maîtrises quand même plutôt bien l'outil Illustrator, tu as peut-être moins besoin de consacrer du temps à l'apprentissage du logiciel que quand tu débutes vraiment, et auquel cas, effectivement, 8 heures par jour pendant plusieurs jours, ça peut être pas mal pour commencer à se faire la main, quoi. Au passage, petit disclaimer, il va y avoir très bientôt justement un complément sur cette partie-là pour les personnes qui ne maîtrisent pas du tout Illustrator. On aura certainement très rapidement un coach et des vidéos complémentaires pour partir vraiment de zéro sur Illustrator également. Donc pour ceux qui sont totalement débutants et qui regardent cette vidéo, en général vous n'avez pas trop cliqué parce que vous avez certainement vu le titre en voyant que Lucie a quelques années d'expérience. Mais si vous la regardez, sachez que ça va être un vrai complément qui va venir prochainement, parce que je sais qu'il y a aussi cette demande de personnes qui partent de zéro et qui aimeraient bien finalement apprendre la formation en même temps que Illustrator, plutôt que de se taper une formation d'Illustrator qui parle de tout et n'importe quoi, parce qu'Illustrator est un logiciel qui est très vaste. Nous, on a besoin que de 20% d'Illustrator pour faire le job qu'on a besoin de faire. Ces 20%-là, si vous voulez les approfondir spécifiquement, on aura des coachs prochainement, dans les mois qui suivent, dans la formation, et peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être déjà implémenté. Voilà, top. Merci Lucie pour cet échange riche, intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux designers finalement qui hésitent à rejoindre la formation, qui sont sur la sellette, sur le qui-vive, qui disent est-ce que c'est fait pour moi? Je te laisse sauter le pas. Sauter le pas. Parce que je pense, je parle en tant que designer confirmé, et donc je m'adresse principalement aux designers confirmés, que vous allez apprendre une nouvelle façon de faire, vous allez, comme on disait tout à l'heure, confirmer des choses et puis justement des fois déconstruire des mauvaises façons de faire, et qu'au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, c'est pas mal une petite remise à plat de tout ça, et que la formation de Laurent est vraiment une bonne formation de qualité pour faire ce travail de remise à plat et de nouveau départ. Donc allez-y les yeux fermés. Enfin non, ouvrez bien les yeux pour tout bien suivre, mais on parle d'acuité visuelle, donc il va falloir que vous ayez les yeux ouverts. Merci pour ce retour Lucie, en tout cas c'était très intéressant. Bravo pour ton parcours, parce que tu as une belle progression. Je vais vous passer les logos au fur et à mesure dans le montage, donc vous verrez que c'est une vraie qualité de logotype qui a vraiment bien performé par rapport au départ. On verra l'avant et l'après, et donc bravo pour ça. Pour celles et ceux qui se posent la question de passer à l'action, pensez aussi que plus le temps passe, plus votre design peut décroître, et ça c'est un truc très important. C'est qu'à chaque fois que vous continuez à mener vos anciens réflexes créatifs, vous vous enfoncez vous-même dans votre petite coquille,
et qui vous empêche de vous ouvrir vers des qualités de logo meilleures, vers aussi une clientèle qui peut résonner avec des prix un peu supérieurs à ce que vous auriez pu proposer jusque-là. Donc juste, voilà, faites le pas, faites le job. Lucie l'a fait, elle en est la preuve vivante et on voit très bien que le design a bien évolué. Merci à toi et merci pour ton humilité à vouloir faire performer ton design. Salut Lucie. Merci à toi pour la qualité de la formation et des échanges qu'on a pu avoir au long des coachings. Merci. Salut à tout le monde. Et puis pour ceux qui veulent passer à l'action, ça se passe autour de cette vidéo. Salut à tous. Ciao. Bye.